Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous terminons notre chapitre 10 d'histoire consacré à la 5e République. Alors tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle. Comme les librairies ont rouvert, je me suis procuré le tome 3 des aventures de Nasreddin, et donc au début de chaque cours, vous aurez droit à une nouvelle aventure de Nasreddin, et celle que je vous ai dégotée pour aujourd'hui est tout simplement formidable. Je trouve que franchement, c'est une façon très comique de vous faire comprendre un problème de maths très simple. Alors, elle s'intitule Le meilleur tailleur. Dans les souks, le souk c'est les quartiers commerçants dans le monde arabo-musulman. Dans les souks de Bagdad, il y avait la rue des bijoutiers, la rue des menuisiers, la rue des poissonniers et la rue des tailleurs. C'est là que Nasreddin décida d'ouvrir une boutique. La concurrence était rude entre les artisans de la rue, ce qui poussa un des tailleurs à accrocher au-dessus de sa boutique le meilleur tailleur de Bagdad. Naturellement, les clients affluèrent chez lui pour se faire tailler des djellabas et des manteaux. Fou de jalousie, son voisin trouva une meilleure idée. Il fit inscrire devant sa boutique le meilleur tailleur de l'Irak. Le lendemain, les clients se bousculaient devant sa porte. Le voisin du voisin n'endormit pas de la nuit, mais le matin, il trouva une idée extraordinaire. Il fit calligraphier la phrase suivante: Le meilleur tailleur du royaume, et connut le succès à son tour. Voyant cela, Nasreddin afficha devant sa porte le meilleur tailleur de la rue. Et cette idée lui porta bonheur. Alors pourquoi je dis que c'est un problème de mathématiques? Eh bien parce qu'il y en a un qui dit qu'il est le meilleur de la ville, l'autre qui est le meilleur du pays, l'autre qui est le meilleur du royaume. Certes, c'est comme si on dit A est supérieur à 10, B est supérieur à 100, D est supérieur à 1000. Bah, peut-être que le prochain, il va trouver E est supérieur à 10 000. Donc ce que fait Nasreddin, c'est qu'il ne se met pas en concurrence à ce niveau-là, il se met en concurrence par rapport aux autres. Que Nasreddin, il dit, bah, moi je suis meilleur que ma rue, donc meilleur que A, B, C et D. Et donc partant de là, les autres, ils peuvent même dire qu'ils sont le meilleur de l'univers. S'ils sont dans la rue de Nasreddin et que Nasreddin est le meilleur de la rue, Nasreddin restera meilleur qu'eux. En fait, Nasreddin, il s'est posé de façon relative à ses concurrents. Donc c'est assez marrant. Puis il y a un côté absurde, dans le sens où s'il est le meilleur du royaume, la rue faisant partie du royaume, et normalement il est aussi le meilleur de la rue. Voilà. Enfin bon, très très subtil. Je pense qu'un excellent professeur de maths pourrait, à mon avis, faire un cours beaucoup plus détaillé à partir de ça. Mais moi, je trouve ça assez drôle. L'idée que, finalement, visualise qui sont tes concurrents. Si tes concurrents, en fait, c'est juste les gars de la rue, même s'ils disent qu'ils sont les meilleurs du monde, bah, tu as juste à dire que tu es meilleur qu'eux. Et puis voilà. Enfin bon, je pense qu'on va passer encore un bon bout de temps avec Nasreddin parce que j'adore ces histoires. Voilà. Alors, sans transition, la dernière partie de notre chapitre d'histoire. Donc, on va s'intéresser à la vie politique de la Ve République, de la démission de Charles de Gaulle en 1969 aux années 80. C'est pour ça que cette partie s'intitule Les évolutions de la République 1969-1988. Alors, il faut savoir qu'en 1968, il y a les événements de mai 68, une révolte d'abord étudiante, qui finit par devenir une révolte populaire suite à des grèves générales, etc. La France est dans un état assez proche de la guerre civile même. Il y a quelques jours, on se demande si De Gaulle ne va pas finir par envoyer l'armée. D'ailleurs, De Gaulle, qui est un spécialiste des petites phrases un petit peu provocantes, a utilisé le mot la chienlit pour parler de ces gens qui manifestaient, d'où là le panneau la chienlit, c'est lui avec une représentation caricaturée de De Gaulle. Donc finalement, mai 1968, De Gaulle est contesté par des manifestations. Alors je pense que ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on voit la figure du général De Gaulle dans notre cours d'histoire. On l'a vu lors de la Seconde Guerre mondiale, on le voit là. C'est pas une personnalité qui fait dans la demi-mesure. Donc que fait Charles de Gaulle? Eh bien, il dissout l'Assemblée nationale. Vous savez que le président de la République a ce pouvoir, sous la Ve République. Et donc, du coup, il provoque de nouvelles élections législatives. L'idée, c'est, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh bien, allons voir. On va demander vraiment l'avis au peuple en faisant une élection. Sachant qu'en plus, il y avait des contre-manifestations
suite aux événements de mai 1968, où finalement la rue descendait avec des drapeaux français, où on reconnaît là la croix de Lorraine de Gaulle, dans l'idée nous voulons le retour de l'ordre, nous voulons le retour de l'état de droit. Et donc du coup, que se passe-t-il? Eh bien, De Gaulle remporte très très largement les élections législatives. Donc mai 68, nous verrons dans le prochain chapitre en quoi ça a provoqué des bouleversements sociaux, des bouleversements dans les rapports entre hommes et femmes, dans les rapports entre générations. Mais politiquement, c'est une défaite. C'est une défaite parce que mai 68 portait quand même plutôt des idées de gauche, et on voit que dans les élections qui succèdent à mai 68, eh bien c'est la droite qui rafle la grande majorité des sièges, parce que le parti gaulliste, à lui seul, finalement, a plus de la majorité de l'Assemblée nationale. Donc du coup, eh bien, c'est reparti pour un tour en quelque sorte. On se dit, tiens, De Gaulle est sorti finalement renforcé de cette crise-là, et va donc pouvoir gouverner un grand nombre d'années. Eh bien, c'est sans compter sur la personnalité même de Gaulle. C'est-à-dire que à partir de là, De Gaulle va faire ce qu'on appelle un plébiscite. Un plébiscite, c'est vous poser une question à un Français, vous faites un référendum en fait, sauf que en plus vous ajoutez, si jamais vous votez non à ce référendum, je démissionne. C'était une façon pour De Gaulle de voir quand même qu'il restait légitime aux yeux des Français, et c'était finalement un référendum qui devait porter sur la réforme du Sénat et la régionalisation, la création des régions. Donc c'était pas un sujet très clivant finalement dans la société française. Et là, surprise, à ce référendum, les Français votent non. Donc comme ce référendum est ce qu'on appelle un plébiscite, c'est-à-dire que le pouvoir politique fait du chantage et dit si vous votez non, eh bien je démissionne, vous avez bien compris la personnalité de De Gaulle, c'est-à-dire que le 27 avril 1969, les Français à 52% votent non, et bien à minuit et 10 minutes, le 28 avril, De Gaulle dit « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » C'est-à-dire que 12 heures après les résultats, il n'était plus président. Voilà, c'est vous dire quand même la personnalité du bonhomme. Et à partir de là, on ne l'a plus jamais revu dans la vie politique. C'était un adepte du tout ou rien, donc il démissionne. Dans la 5e République, il est prévu qu'en cas de démission du président de la République, ce soit le président du Sénat qui soit président de la République par intérim. Intérim, c'est-à-dire le temps d'organiser de nouvelles élections. Donc le président du Sénat devient président par intérim, et là, en lieu de nouvelles élections, où c'est Georges Pompidou, l'ancien Premier ministre de De Gaulle, qui se présente à sa succession. Et le paradoxe, c'est que Georges Pompidou est élu. On le voit ici, il est élu de 1969 à 1974. Donc finalement, en quelque sorte, c'est un petit peu comme si les Français, en 1969, avaient dit non à De Gaulle, mais oui au gaullisme. C'est-à-dire on veut continuer dans la lignée de la politique mise en œuvre par De Gaulle, mais avec quelqu'un d'autre. Donc finalement, pas de grand changement dans la politique mise en place par Pompidou, qui a un nom hyper drôle en plus, j'adore Pompidou. Je vais dire Pompidou plein de fois pendant le cours. Donc Pompidou continue la politique de De Gaulle. Vous voyez même au niveau du portrait officiel, ils sont très proches. C'est-à-dire, ils mettent en valeur vraiment l'insigne de grand commandeur de la Légion d'honneur, les médailles, l'habit caractéristique du président de la République. Ils se font prendre en photo dans la bibliothèque de l'Élysée, avec une sorte de regard lointain, comme c'était le père de la nation qui voyait plus loin que le reste du peuple. Donc une grande proximité entre De Gaulle et Pompidou. Sauf que si vous avez bien écouté le cours, vous savez que jusqu'en 2002, les présidents de la République étaient élus pour des septennats, c'est-à-dire pour 7 ans. Or, si Pompidou est élu en 1969, son mandat, normalement, se termine en 1976. Donc, que s'est-il passé? Est-ce que Pompidou, comme De Gaulle, a démissionné? Eh bien non, Pompidou est décédé en fonction. C'est le seul président de la Ve République qui soit mort en fonction. Mais en 1974, Georges Pompidou décède. Et alors là, c'est un passage un petit peu tragicomique de la vie politique. C'est-à-dire que
tous les hommes politiques de l'époque disent « Ah oui, toutes mes condoléances à Pompidou, c'était à sa famille, c'est terrible, je me présente ». Et donc là, c'est la course à l'élection présidentielle qui commence quasiment le lendemain de la mort de Pompidou, où chacun veut prendre sa place. C'est un petit peu comique, hein, parce que bon, on est très triste pour lui, mais on veut très vite être élu à sa place. Et là, sort du lot un certain Valéry Giscard d'Estaing, que vous voyez en bas à gauche, qui est le premier président non gaulliste. Il n'appartient pas au parti politique de Charles de Gaulle, le RPR, mais politiquement, il n'en est pas très loin. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing, c'est le centre droit. Donc, sur la politique économique, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'il cherche, on le voit ici, à apparaître comme un président un peu plus moderne. On le voit dans la façon dont il s'habille, et il prend des mesures, on va dire, modernes aussi, ou favorables aux jeunes, on pourrait dire, ou progressistes, comme l'interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire que ce n'est qu'à partir de 1974 que les femmes en France peuvent avorter légalement. Avant cela, c'était considéré comme un crime, et du coup, elles pouvaient aller en prison pour avoir avorté, y compris si elles avortaient d'un enfant issu d'un viol. Ça, c'est la célèbre affaire de Bobigny, où finalement, une femme victime de viol s'était vue accusée d'avoir avorté de l'enfant qu'elle portait et qu'elle ne souhaitait pas mettre au monde. Donc ça, c'est Valéry Giscard d'Estaing, hein. Donc un président centre droit, mais moderne. On le voit là, il s'invite chez les Français pour prendre le repas, il se fait photographier en train de jouer au tennis. Voilà, je pense qu'on aurait difficilement pu avoir une photographie de Charles de Gaulle en train de jouer au tennis. Donc dans la mise en scène du pouvoir, avec Valéry Giscard d'Estaing, on part sur quelque chose d'un petit peu plus simple. Alors après, une année charnière, 1981, qui marque l'alternance. L'alternance, c'est-à-dire, c'est quand on change de bord politique pour diriger l'État. Donc je dis alternance parce que certes, même si Giscard d'Estaing n'appartenait pas au même parti politique que De Gaulle et Pompidou, c'était deux partis politiques très proches. Là, avec François Mitterrand, c'est un président de gauche qui est élu, donc du bord politique opposé. Donc on a une véritable alternance. C'est la première fois, finalement, depuis le début de la Ve République, donc depuis 23 ans, qu'un président de gauche est élu. Donc c'est vécu comme un véritable changement, hein. Les gens qui sont de gauche en cette année, qui est une année un petit peu phare pour eux, 1980. Hein. Donc ce soir à la maison, vous dire « Papa, maman, vous pensez quoi de 1980 ?» S'ils disent « Ah ouais, c'était le changement, c'est trop bien », c'est qu'ils sont de gauche. S'ils disent « Ah, ouais, bon », c'est qu'ils sont probablement plutôt de droite. Voilà, donc un moyen assez facile de savoir le positionnement politique de quelqu'un, c'est de savoir ce qu'il pense de 1981. Donc, François Mitterrand est donc un socialiste. Il a réussi à être élu parce qu'il a fait l'exploit de réussir à unir les partis politiques de gauche, ce qui est assez rare parce que généralement les partis politiques de gauche se tirent dessus, n'arrivent pas à s'entendre, ce qui fait que la gauche a du mal à prendre le pouvoir en France à l'échelle nationale. Et donc François Mitterrand réussit ça. Il met en place certaines mesures sociales, comme l'abolition de la peine de mort, la semaine de 39 heures. Alors aujourd'hui, elle est de 35 heures, c'est le temps, la durée légale du travail. Elle était avant de 45 heures. Donc Mitterrand la baisse à 39 heures. Et il crée la 5e semaine de congés payés. Jusque-là, les Français n'avaient que 4 semaines de vacances par an. Donc certaines mesures sociales. Hein. Mais par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'il ne change pas les institutions de la Ve République. C'est-à-dire que, alors que lorsqu'il était dans l'opposition, il critiquait très fortement la Ve République, on l'a dit au début du chapitre, quand il disait que finalement la Ve République c'est un coup d'État permanent. Regardez ce texte. Hein. Qu'est-ce que la Ve République sinon la possession du pouvoir par un seul homme? Magistrature temporaire, monarchie personnelle, consulat à vie, pachalique. Et qui est-il, lui, de Gaulle? Dulce, Führer. C'est des mots durs quand même. Hein. Dulce, c'était le titre qu'avait Mussolini. Führer, c'était le titre qu'avait Hitler. Hein. Donc là, il associait de Gaulle à Mussolini et à Hitler. Hein. Pour quelqu'un qui s'était battu pour la libération de la France, c'est assez osé. Sachant que François Mitterrand lui-même n'a pas été un grand résistant. Bon,
quoi qu'il en soit, on continue. Il nous dit « J'appelle le régime gaulliste dictature parce que tout compte fait, c'est à cela qu'il ressemble le plus, parce que c'est vers un renforcement continu du pouvoir personnel qu'inéluctablement il tend, parce qu'il ne dépend plus de lui de changer de cap. » Donc le paradoxe, c'est que Mitterrand veut apparaître comme un président jeune, moderne, capable de changer les institutions, mais en fait, une fois arrivé au pouvoir, bon, déjà, il est moins jeune qu'en 1964, hein, il s'est écoulé presque 20 ans, et finalement, l'idée d'un président ayant beaucoup de pouvoir, une fois que lui est président, ça lui va plutôt bien. Donc voilà, des mesures sociales, mais pas de changement des institutions de la Ve République. Et là, nouveau coup de tonnerre, c'est qu'en 1986, ont lieu des élections législatives, c'est-à-dire l'Assemblée nationale change. Et oui, parce que jusqu'en 2002, comme les présidents étaient élus pendant 7 ans et les députés pendant 5 ans, eh bien, généralement, quand un président est élu, il dissout l'Assemblée nationale, il fait des élections législatives, mais à partir de 5 ans, il lui faut refaire des élections législatives, et là, s'il est devenu un petit peu impopulaire, eh bien, l'Assemblée nationale change de couleur politique et décide du coup de nommer un Premier ministre du bord politique qui correspond à l'Assemblée nationale. Là, comme l'Assemblée nationale passe à droite, eh bien, elle décide d'avoir comme Premier ministre un Premier ministre de droite. Il s'agit alors de Jacques Chirac. Alors, on va voir ce qu'en pense François Mitterrand. Ce qui est marrant, c'est que François Mitterrand, une fois que lui est président et qu'il doit faire face à un Premier ministre, le vit assez mal. Regardez ce qu'il nous dit dans le document 9. D'abord, le président de la République doit, assurer la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est dans l'article 5 de la Constitution. On n'assure pas la continuité de l'État si, lorsqu'il y a un événement électoral, on s'en va. Là, en gros, il répond à ceux qui pourraient dire « Bon, mais maintenant que vous n'allez plus pouvoir vraiment exercer de pouvoir, pourquoi vous ne démissionnez pas ?» Il lui dit « Non, moi je suis la continuité de l'État, donc moi je reste, même si j'ai perdu une élection. » Donc une vision quand même du pouvoir qui est très différente de De Gaulle. Ensuite, il dit « Deuxièmement, le président de la République a un rôle éminent, pas exclusif, mais éminent, c'est-à-dire supérieur, primordial dans le domaine des affaires étrangères et de la défense, puisqu'il est le chef des armées. Le président de la République doit veiller aux grandes options de la diplomatie. » J'en aurais fini en disant qu'il y a un troisième point. C'est dans le préambule de la Constitution, c'est aussi dans l'article 2. Le président de la République doit veiller à l'application des grands principes sur lesquels se fonde la République, indivisible, laïque, démocratique, sociale. Ce qui fait que finalement, François Mitterrand, alors même qu'il est en cohabitation, alors même qu'il ne dirige plus le gouvernement, reste au pouvoir, continue à vouloir représenter la France, et lors des grands sommets, comme ici, eh bien, il n'était pas rare de voir en même temps Jacques Chirac et en même temps François Mitterrand, qui se détestaient cordialement, eh bien, aller ensemble pour représenter la France. Parce qu'effectivement, sur la scène internationale, c'est normalement le président qui représente la France. Par contre, sur la scène intérieure, c'est le président. Regardez, cette caricature est géniale, parce qu'on y voit Jacques Chirac ici, avec un projet de loi, dire « Bon, tout le monde est d'accord », conseil devant ses ministres. François Mitterrand, pas content du tout, dire « Non ». Et Mitterrand dire « Parfait, je vais porter ça au Parlement ». Sous-entendu, j'ai un projet de loi à soumettre au Parlement pour qu'il la vote, le président n'est pas d'accord, eh bien on n'en tient pas compte, allez, on va tous au Parlement déposer le projet de loi. Sous-entendu, le président n'a aucun impact sur la politique intérieure de l'État lors d'une cohabitation. Et c'est justement pour cette raison que Jacques Chirac va faire passer le septennat au quinquennat à partir de 2002. Parce que il voulait que si le président soit élu le même nombre d'années que les députés, eh bien finalement, si l'élection a lieu en même temps, les Français, s'ils sont un peu logiques, ils vont voter pour une Assemblée nationale du même bord politique que le président, et ça va lui permettre d'avoir une stabilité au niveau de son gouvernement qui sera de la même couleur politique. À savoir que d'ailleurs, si Chirac a été Premier ministre de Mitterrand, par la suite, lui, en 1997, il va faire quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il va choisir de dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il avait la majorité pour perdre. Le gars, donc très logique. Donc, vous gagnez, tout va bien, vous avez votre gouvernement, vous avez la majorité, et là, vous choisissez de dissoudre l'Assemblée nationale pour perdre. Et donc, du coup, il a subi une longue cohabitation avec Lionel Jospin, de 1997 à 2002, et donc, du coup, en 2002, ensuite, il décide de faire passer ce septennat au quinquennat, et depuis 2002, donc, il n'y a pas eu de cohabitation en France. En fait, il n'y en a eu que 3, 2 sous Mitterrand et 1 sous Chirac. Mais là, je m'avance un petit peu, hein, parce que nous, notre programme s'arrête finalement aux années de Mitterrand.
Donc jusqu'ici, que des présidents de droite. 1981, première alternance, on passe à gauche. Et 1986, première cohabitation, puisqu'on a un Premier ministre qui n'a pas le même bord politique que le président. Donc pour résumer finalement ce chapitre, on pourrait dire que l'échec du plébiscite de 1969 voit le départ de Charles de Gaulle, mais que les gaullistes arrivent quand même à se maintenir au pouvoir à travers Pompidou. En 1974, le premier président non gaulliste arrive au pouvoir. Il s'agit de Valéry Giscard d'Estaing. Il prend certaines mesures, on va dire, modernes, comme l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans ou l'interruption volontaire de grossesse. En 1981, c'est la première alternance, avec l'élection de François Mitterrand, premier président de gauche. Les grandes mesures phares, l'abolition de la peine de mort, la semaine de 39 heures, la 5e semaine de congés payés. Enfin, en 1986, première cohabitation avec un Premier ministre d'un autre bord politique que le président, c'est-à-dire nous avons toujours François Mitterrand, président de gauche, mais qui doit composer avec Jacques Chirac, Premier ministre de droite, et donc là le gouvernement mène plutôt une politique de droite. Pour résumer maintenant le chapitre, on peut dire que la Ve République est un régime politique présidentiel, c'est-à-dire que c'est le président qui a l'essentiel du pouvoir, qui voit la domination du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Ce régime voit le jour en temps de crise, c'est alors la guerre d'Algérie, et il est étroitement lié à la personnalité du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il était facile, en quelque sorte, suivant son glorieux passé à de Gaulle, de jouer finalement de sa popularité pour donner ce pouvoir-là au président. Mais depuis de Gaulle, aucun président de la Ve République ne s'est amusé à faire des plébiscites comme lui. Et d'ailleurs, c'est très rare qu'il y ait des référendums en France, parce que souvent, les Français vont voter non, en espérant peut-être parfois que le président démissionne, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils font des référendums, c'est-à-dire je vous pose la question, mais quoi que vous répondiez, de toute façon, ça ne changera rien. Alors que de Gaulle, lui, conditionnait son maintien au pouvoir au fait que les Français votent oui. Mais voilà, donc on peut dire que par la suite, d'autres présidents plus progressistes, un peu plus de gauche, se sont succédés, comme Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand. Alors, mon but, ce n'est pas de commenter l'actualité politique, mais cette idée finalement de la suprématie du pouvoir du président, eh bien, on le retrouve dans un des nombreux surnoms qui est donné à Emmanuel Macron, mais peut-être le plus célèbre, c'est le fait qu'il soit appelé Jupiter, c'est-à-dire le dieu des dieux, celui qui est vraiment supérieur aux autres. Alors, pour l'honnêteté intellectuelle, j'ai consulté l'interview. Emmanuel Macron n'a jamais dit qu'il était Jupiter depuis qu'il a été élu président. Ça aurait été assez mal perçu. En fait, c'est une interview qui a eu lieu juste avant l'élection présidentielle de 2017, dans laquelle il critiquait François Hollande en disant que François Hollande, lui, ne croyait pas au président jupitérien, mais que lui ne croit pas au président normal. Parce qu'effectivement, François Hollande avait voulu se placer comme un président normal. Donc, par voie de conséquence, il dit François Hollande ne croit pas au président jupitérien, moi je ne crois pas au président normal. Ça sous-entend quand même qu'il croit un peu, lui, au président jupitérien, même s'il ne l'a pas dit directement. Voilà, mais c'est juste pour remettre ça en perspective. Mais voilà, tout ça pour vous dire, mon but, et ça je ne me permettrai jamais de le faire, n'est pas de vous dire si je pense qu'Emmanuel Macron est un bon ou un mauvais président. Je ne suis pas là pour donner mon avis, c'est mon devoir de réserve. Mais force est de constater que dans une partie de l'opinion publique, le fait d'associer Jupiter à Emmanuel Macron, que ce soit pour le critiquer ou pour au contraire le valoriser, ça montre en tout cas une supériorité par rapport au reste des personnalités politiques élues. Comme si le président quand même dominait le reste de la vie politique. Sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous félicite pour ceux qui suivent encore les vidéos, alors que l'année scolaire est sur le point de toucher à sa fin. Petit point juste pour vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai appris assez récemment que les notes du troisième trimestre ne figureraient pas sur votre bulletin, mais que cela, ce n'est pas de notre fait à nous enseignants. Ça nous a été imposé par l'institution,
Mais ne pensez pas qu'on vous a menti au sujet de ces notes en vous disant « Ah, travaillez, le troisième trimestre va compter, les notes seront affichées » et qu'en fait on ait fait ça pour vous faire travailler en sachant qu'en fait elles ne compteraient pas. C'est complètement faux. Voilà, on n'était pas au courant, on n'a jamais eu plus d'informations que vous. Et même au début du confinement, moi, on m'avait laissé penser qu'il y aurait un brevet des collèges. C'est pour ça que je vous disais, bon, ben, continuez à travailler avec sérieux de manière à être prêt pour le brevet des collèges cette année. Donc ça, c'est important quand même de rétablir le rapport de confiance entre les enseignants et les élèves. Jamais, jamais de ma carrière, je n'ai menti à mes élèves. Quitte parfois à vous dire des choses qui ne font pas plaisir, mais voilà, moi, je dis les choses telles que je les sais et telles que je les pense à mes élèves. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper, mais ça veut dire au moins que je ne vous trompe pas dans le sens où je ne vous induis pas en erreur. Et la deuxième chose, c'est pour féliciter tous ceux qui continuent à suivre ces vidéos alors qu'il n'y a plus de notes, il n'y a pas d'intérêt à court terme, mais il y a un intérêt à long terme. C'est-à-dire que comprendre l'histoire de la Ve République, c'est finalement comprendre le système politique dans lequel nous sommes et pouvoir jouer un rôle de citoyenne ou de citoyen actif. Et c'est ça que je souhaite pour vous. Vous allez probablement pas être des spécialistes de géographie ou d'histoire, mais vous allez toutes et tous devenir citoyens, citoyennes à 18 ans. Et donc pour cela, je pense qu'il est important quand même de suivre et d'étudier ces chapitres-là qui s'intéressent à notre histoire récente, de manière ensuite à se faire une opinion. Parce que trop souvent, en fait, on se fait une opinion avant d'avoir voulu vraiment se renseigner. Et je pense que d'abord, il faut commencer par se renseigner, essayer de faire une histoire, de lire des choses un petit peu objectives. Et après, certes, c'est très bien, on se fait son opinion, mais cette opinion-là, on est capable de l'argumenter. Et comme je l'ai dit à mes secondes sur une fin de vidéo il n'y a pas très longtemps, ma génération et la génération qui m'a précédé, on va vous laisser de nombreux problèmes à résoudre, notamment le réchauffement climatique, mais hélas, il y en a d'autres. Ces problèmes, vous arriverez à les résoudre uniquement si vous êtes plus intelligent que ma génération et la génération qui m'a précédé. Parce que nous avons eu la bêtise de créer des problèmes pour ceux qui viennent après. Et donc ces problèmes, je suis désolé, je suis sincèrement désolé pour vous, mais il faudra trouver une façon ou une autre de les résoudre, une façon la plus humaine possible. Et donc ça, je suis convaincu que vous allez pouvoir y arriver, mais que vous y arriverez si vous avez le sens du travail en groupe, de la coopération, du consensus, de la recherche, de la culture. Il va vous falloir de l'intelligence. Il va vous falloir être plus intelligent que nous pour trouver des solutions là où nous avons su créer uniquement des problèmes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis aussi fier de faire ce métier d'enseignant, c'est-à-dire essayer chaque jour de faire en sorte que mes élèves finalement deviennent plus intelligents que moi-même. Voilà, c'est un petit peu ma devise. Faire en sorte que mes élèves soient plus intelligents que moi-même. Sur ce, prenez soin de vous et d'ici quelques jours, une nouvelle vidéo qui s'intéressera finalement à la société française des années 1950 aux années 1980. Ce sera le dernier chapitre d'histoire de cette année scolaire. Allez, à très bientôt.